Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à l'occasion de cette émission spéciale, nouvelle émission spéciale consacrée aux suites du dialogue politique. 1er novembre 2019, cette date entre dans l'histoire du Bénin comme celle au cours de laquelle la constitution du 11 décembre 1990 a été modifiée pour la première fois. Pour qu'on en arrive là, il aura fallu que les acteurs politiques réunis à l'occasion de ce dialogue prennent des mesures consensuelles dont la mise en œuvre a conduit à cette évolution. Mais de la forme au fond, du dispositif, de la procédure au dispositif, comment comprendre tout ce qui a été fait jusque-là? Pour en parler, pour répondre à ces questions, c'est un acteur politique qui a participé activement au dialogue, qui est également parlementaire et surtout président de la commission des lois, qui a accepté de venir répondre à nos questions. Son nom, Orden Aladati. Honorable Orden, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci donc d'accepter notre invitation. Et pour conduire ces échanges, j'ai avec moi en studio mon confrère de Canal 3 Bénin, Naguib Alagbe. Naguib, bonjour. James William Bagidi, bonjour, honorable. Bonjour, bienvenue sur ce ami. plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre dans cette émission. Honorable, Orden Aladati, vous étiez parmi les rapporteurs du dialogue politique, puis du comité d'experts chargé de la formulation technique des recommandations du dialogue. A-t-il été clairement question de révision de la Constitution lors des assises du Palais des Congrès? Non. La mission du comité d'experts après, mais l'objectif du dialogue, c'était que d'abord les acteurs politiques puissent se parler. C'est ça le dialogue. Vous savez qu'on s'est divisé autour des dernières élections législatives. Le pays s'est senti très mal. Et c'est pour cela que le chef de l'État nous a conviés à nous parler, les 10, 11 et 12, au palais des congrès. Alors, nous nous sommes rencontrés. Et le format, c'était quoi? C'était que ce soit les partis reconnus au Bénin. À cette date-là, je crois, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, nous étions 9 partis politiques régulièrement enregistrés. Ces partis politiques ont été invités et 8 ont répondu à cet appel-là, des 10, 11 et 12. Donc évidemment, les 10, 11 et 12, nous nous sommes parlé. Que voulons-nous? Chacun l'a dit, parce que le que voulons-nous, ça fait partie des volontés, des désirs de chacun. Chaque parti est venu au dialogue avec ses préoccupations. Et nous les avons exprimées. Le présidium composé donc du professeur Dorothée Sosa, du professeur Topanou Victor et de 2 politiques. Il s'agit de Sizougan, de FCBE, et Luc Sizougan, je crois, Luc Sizougan de FCBE et moi-même. Alors, les participants au dialogue ont exprimé leur volonté, leurs désirs, leurs préoccupations majeures. Après, il a fallu faire un rapport. Nous avons, au niveau du présidium, convenu de faire un rapport en 2 volets. D'abord, les points de consensus. Les points de consensus ont été classés dans une partie A et les préoccupations exprimées pêle-mêle par les partis politiques présents ont été classés dans une seconde partie B. C'est ce que nous avons fait. Les points de consensus, avant que le chef de l'État ne vienne, et ceux qui ont été là ont vu que nous avons traîné un peu, nous nous sommes revus, tous les partis, avec leur chef de délégation, pour confirmer que sur les points de consensus, nous nous entendons très bien. C'est ça qui a été fait. Nous avons déposé ce rapport final au chef de l'État et le présidium a déposé la synthèse de ce rapport-là, qui regroupe et synthétise de façon précise les points de consensus. C'est ce que nous avons fait au dialogue. Après cela, le chef de l'État a voulu, autour donc de ce présidium, réunir un comité d'experts mis en place par lui-même et l'Assemblée nationale, qu'il vous souvienne qu'en temps, il a reçu le bureau de l'Assemblée nationale étendu au président des commissions et des groupes parlementaires. Donc la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Ce comité d'experts chargé donc des membres du présidium du dialogue politique, puis de 5 autres personnes, dont 3 désignées par le président de l'Assemblée nationale et 2 autres désignés par le chef de l'État, se sont retrouvés sans désemparer et ont travaillé pendant 4 jours de façon intense pour formuler techniquement les points de consensus. Notre document de référence était les points de consensus, parce qu'au moins on s'entendait sur ça depuis le dialogue.
Le travail du comité technique, comme son nom l'indique, ça a été un travail technique, pas politique. Donc nous nous sommes dit, alors il y a eu des recommandations. Dans le dialogue politique, les points de consensus ont été regroupés autour de 6 recommandations majeures. Les partis politiques ont dit qu'il faut alléger les formalités d'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur. Que les ping-pong interminables, c'est-à-dire qu'on vient, il y a eu des notifications sur des insuffisances, vous partez et quand vous revenez, il y a de nouvelles insuffisances qui sont notifiées. Ils ont estimé que ce n'était pas normal, qu'il fallait faire les notifications une fois pour toutes. Notre rôle au comité des experts, c'était de voir comment on prend cette recommandation pour l'exprimer techniquement. Nous avons convenu, de ce point de vue, qu'il faut changer la charte des partis politiques et voir le mécanisme d'enrichissement des partis et faciliter la tâche aux partis politiques. C'est ce que nous avons fait. Ça, c'est la charte qui est visée. Alors, après, dans la recommandation numéro 2, il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été exprimées. Les partis politiques ont dit, alors, aux récentes élections législatives, lorsqu'il y a un doublon, c'est-à-dire que quelqu'un qui se retrouve sur 2 listes, on annule la liste. On annule la liste alors que c'est le candidat qui devait être sanctionné. Comment on fait? On va vers le code électoral. On a dit qu'il faut préserver les acquis. On a dit qu'il faut affirmer la prépondérance des partis politiques. Ces choses-là, on a dit que ça n'a pas d'impact constitutionnel. Donc le comité technique n'a pas cru devoir recommander des implications constitutionnelles à ce niveau. Mais au niveau du dialogue politique, on a dit qu'il faut instituer des élections générales. Alors à ce niveau, le comité des experts a beaucoup discuté. Comment on institue les élections générales? C'est-à-dire les élections générales, on prend une année électorale, dans une même année, on organise les élections majeures, surtout en tout cas, on organise toutes les élections au Bénin. C'est-à-dire les législatives, les communales, les présidentielles. L'institution des élections générales faisait-elle partie des points de consensus? Ah oui, ça fait partie, je crois, de la recommandation numéro 2. C'est la recommandation numéro 2 qui dit qu'il faut organiser des élections générales. Parce que le coût des élections au Bénin, vous prenez, d'ici à 2031, nous aurons à peu près 7 à 8 élections que nous allons organiser. Quand on voit le coût des élections, et c'est le professeur Toleba qui a développé un concept la fois dernière il dit qu'au-delà de l'argent, au-delà du temps que l'administration ne travaille pas, mais l'organisation répétée des élections a un coût psychologique sur les politiques. Il dit que ce n'est pas pour rien que les politiques ils sont de plus en plus devenus des tensionnaires. Parce qu'on ne peut pas être en train d'organiser, de penser, de structurer, de programmer et d'opérationnaliser les élections presque tous les ans. Ça fatigue et ça coûte très cher. Donc nous sommes unanimes pour dire qu'il faut qu'on ait un regroupement des élections. On a opté pour les élections générales, ce qui passe par l'alignement des mandats. Vous ne pouvez pas avoir des élections générales avec une année électorale, avec des mandats qui ne sont pas alignés. Les députés, ça fait 4 ans. Le président de la République, ça fait 5 ans. Les conseillers communaux et municipaux, ça fait 5 ans. Comment vous pouvez parvenir de façon cyclique à organiser des élections quand certains ont 4 ans de mandat et d'autres 5 ans? Donc on dit que le préalable à régler, c'est qu'il faut aligner les mandats. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ramener le mandat du président de la République à 4 ans ou prolonger le mandat du député à 5 ans? Le Béninois va vous dire que le mandat du président, il ne faut pas y toucher. Alors les experts ont dit non, il vaut mieux aligner les mandats sur le mandat du président de la République. Donc les députés, à partir d'un certain délai qu'on va fixer, leur mandat sera de 5 ans. Quand on a dit ça, ça ne peut pas se mettre dans le code électoral si nous ne touchons pas à la Constitution. Parce que c'est le siège du mandat des députés, la Constitution. Donc il faut aller à la Constitution. Une autre recommandation, c'est l'équité. Depuis, les femmes veulent un meilleur positionnement au niveau des assemblées de prise de décision. Alors que la Constitution, dans son article 26, dit que tous les Béninois sont égaux en droit et en devoir. Au nom donc de quelles règles on pourrait aller prévoir des discriminations favorables au profit des femmes? Ça a été un souci depuis. À la 7e législature déjà, nous avons convenu à grand propos d'aménager donc dans le code électoral une discrimination qui permette de positionner davantage de femmes. Mais nous n'avions pas pu, parce qu'il y a le blocage de la Constitution. Certains acteurs de la société civile vont dire non, on n'a pas besoin, mais si qu'on a besoin, parce que la Cour constitutionnelle au Bénin a déjà rendu une décision qui dit, messieurs les politiques, vous ne pouvez pas. Donc du coup, quand il y a cette préoccupation donc de discrimination positive au profit des femmes,
il faut aller toucher à la Constitution. Et il y a la présidente de l'UDBN dans ce dialogue-là, qui a été ardente défenseur donc, de la discrimination positive, qui dit, mais alors, allons-y, même s'il faut toucher à la Constitution, il faut qu'on y aille. Donc c'est depuis le dialogue politique que donc, ces recommandations que nous nous sommes données nous-mêmes, qui ont été établies, qui sont consensuelles, leur mise en œuvre impliquait inévitablement que l'on puisse toucher à nos thèses fondamentales. Cela dit, est-ce qu'il n'a pas manqué quelque part que l'on retourne peut-être vers la classe politique, au moins ceux qui ont participé au dialogue politique, pour leur soumettre cette résolution, cette conclusion auquel on a abouti, qui est qu'il fallait réviser la Constitution pour mettre en œuvre les... Non, mais ils le savaient. Mais quand je vous ai dit que Madame Prudencio, en disant qu'il faut aménager un espace de discrimination positive, elle était consciente qu'en le disant, qu'en le faisant partager par donc l'ensemble des délégués au dialogue politique, elle savait que si on veut l'aménager, qu'on veut la mettre, donc on veut le réaliser, il faut toucher à la Constitution. Vous ne pourrez pas dire que les acteurs politiques soient aussi dupes que ça. On le savait, ça. Cela dit, quand on a fait des recommandations, sans le dire de façon formelle, mais on a demandé à des techniques de dire, mais comment on fait pour mettre en œuvre ces recommandations? Mais ça ne trompe pas, ça. Que vous soyez professeur ou quoi que ce soit, du Bénin, de la France et des États-Unis, quand vous lisez notre Constitution et quand vous prenez ces recommandations, il n'y a pas d'autre déclinaison que ce que le comité des experts. On peut l'enrichir, mais on ne peut pas dire que telle prescription, pas prescription, telle recommandation, c'est pas en termes de recommandation que le comité des experts a en termes de suggestion. On peut avoir d'autres formes possibles, mais on ne peut pas dire que ce que nous avons proposé soit faux. C'est pas vrai. Alors, vous avez justement, dès que le rapport du comité a été transmis à l'Assemblée nationale, et au gouvernement, et que la session parlementaire était déjà ouverte, vous avez décidé d'une procédure d'urgence pour la révision de la Constitution. Pourquoi avoir choisi cette procédure? Non, bon, la révision de la Constitution, au fait... au terme du travail du comité des experts, il était déjà entendu et soumis au gouvernement qu'il fallait toucher ou prendre des lois essentielles pour répondre et donner une suite à toutes les 6 recommandations. C'est-à-dire que modifier la charte des partis politiques, modifier le code électoral, prendre une loi sur le financement public des partis politiques, améliorer le statut de l'opposition, les mesures d'apaisement, prendre une loi d'amnistie, et puis réviser la Constitution. Ça fait 6 documents, 6 textes juridiques que nous devons modifier, aménager ou prendre. Très vite, des députés se sont appropriés les conclusions du dialogue, se sont appropriés donc les recommandations du comité des experts et les ont traduits en texte de loi qu'ils ont déposé à l'Assemblée nationale. Nous avons des exigences. Les exigences, c'est que en 2020, mi-2020, nous aurons une élection, les élections communales et municipales. Le protocole additionnel de la CEDEAO dit que 6 mois avant toute élection, on ne peut plus toucher aux textes électoraux. Et voilà que le cœur des recommandations du dialogue politique se trouve dans le code électoral, avec des déclinaisons qui concernent la Constitution du Bénin. Au niveau de la commission des lois, on sait très bien que pour aller toucher le code électoral et y mettre la discrimination positive, nous avons la contrainte de la Constitution. Nous avons le verrou de la Constitution. Comment donc on touche au code électoral sans avoir touché la Constitution? Tout le problème est là. Qu'est-ce qui doit précéder? C'est la Constitution. La Constitution en vigueur, c'est la Constitution de 1990. Les discussions au niveau de la commission des lois doivent se faire par rapport à la Constitution en vigueur. Du coup, pour donner satisfaction aux recommandations du dialogue politique, il faut réviser la Constitution jusqu'à sa promulgation avant de toucher au code électoral. C'est-à-dire que lundi prochain, les députés
ne peuvent pas amender le code électoral dans le sens des recommandations en instituant des élections générales et en prévoyant une discrimination positive au profit des femmes. Donc il faut que la constitution en vigueur soit révisée et que la nouvelle constitution soit promulguée, mise en vigueur. Mais certains observateurs ont quand même noté ont affirmé que la procédure d'urgence pour la révision de la constitution n'était pas légale. Non, on ne peut pas parler de légalité. C'est légal. Mais maintenant, comme c'est une constitution, je comprends ce qui peut dire non, nous aurions voulu en discuter. Mais quand on va prendre le texte, on va voir que ce n'est pas des questions nouvelles. Mais c'est des questions qui ont été agitées depuis. Regardez toutes les tentatives de révision de la Constitution qu'on a eues. Quand vous les regardez, les comités d'experts qui ont travaillé, les accords, les éléments de consensus que nous avons eus. Ce qui est plus récent, c'est le dialogue. Mais notre discussion autour des fondements, de quelques questions de notre arsenal juridique et donc de la Constitution ne datent pas d'aujourd'hui. Les débats sur ces questions ne datent pas d'aujourd'hui. Vous savez, la meilleure façon de ne pas régler un problème, c'est de tout le temps parler autour. C'est vrai qu'il faut qu'on parle autour de nos problèmes, mais à un moment donné, il faut agir, il faut prendre des décisions. Comme ça, vous avez fait l'option de ne pas en débattre. La procédure d'urgence en amont. La procédure d'urgence a enlevé aux Béninois la possibilité de discuter en amont des points de modification. Est-ce que dans ces conditions, vous n'avez pas le sentiment de l'avoir imposé, cette révision? Non, ce n'est pas nous qui avons commencé les questions de discrimination positive. Vous allez voir toutes les associations de femmes et autres dire qu'il faut un aménagement pour qu'il y ait davantage de femmes dans nos instances de décision. Quand ils ont dit ça, comment on opérationnalise cela? Mais le débat ne se fait plus à ce niveau. Donc quand vous êtes un homme d'État, vous ne vous limitez pas à la discussion. Vous ne vous contentez pas de parler autour des problèmes. Le problème, quand vous identifiez un problème qui est majeur, qui est un problème réel, vous lui apportez des solutions. Notre mal, c'est d'évoquer les problèmes en ne pensant pas aux solutions. Et il faut aller maintenant. Si nous n'y allons pas maintenant, ça pourrait être difficile après. Je vous ai dit que instituer des élections générales suppose l'alignement des mandats. Il faut commencer. Chaque fois que vous ne commencez pas, vous reportez la mise en œuvre de votre volonté commune. Sauf que les élections générales, ce n'est pas pour 2020. On en a jusqu'à 2021, donc on avait le temps pour faire le débat. Mais ce n'est pas le temps pour faire le débat. Si vous voulez instituer des élections générales en 2021, ce que vous voulez obtenir en 2021, il lui fallu prévoir. Parce qu'il y a des dispositions transitoires qu'il faut régler dès maintenant. Je vais vous donner un exemple. Dans ce qui a été convenu et dans la Constitution, nous avons prévu les élections générales pour 2026. Après, vous voulez me dire pourquoi 2026 et non une autre date. Quand vous prévoyez des élections générales pour 2026, les conseillers communaux en 2020, ils seront élus pour 5 ans. Si déjà, dans la loi qui va permettre leur élection, vous ne prévoyez pas que l'on puisse prolonger leur mandat d'1 an, mais vous n'avez rien fait. En 2025, leur mandat viendra à terme, et c'est à moins d'1 an que vous voudrez dire qu'on annonce tout ça, ce n'est plus crédible. Quand on a un objectif, on prend les dispositions pour l'atteindre. Je vous ai dit que nous avons des problèmes, mais nous avons l'habitude de ne parler qu'autour de nos problèmes sans aller au fond et des solutions qui sont des solutions convaincantes, des solutions qui nous arrangent tous et dans la durée. Justement, vous avez commencé à parler déjà de ces élections générales et du moment où il faut les organiser. Vous aviez la possibilité de choisir entre 2020, 2021, 2023 ou 2026. Et comme vous l'avez déjà dit, vous avez opté pour 2026. Pourquoi cette option qui paraît quand même lointaine au regard de la procédure que vous avez utilisée? D'accord. Vous avez cité des dates 2020, 2021. En fait, c'est les dates des prochaines élections que nous avons. Oui. En 2020, nous avons les communales. En 2021, nous avons les présidentielles. En 2023, nous avons d'autres législatives. C'est ça là. Mais il faut analyser un peu. Alors, les élections majeures, quelles sont-elles? C'est les présidentielles, c'est les législatives. Le comité des experts a voulu qu'on focalise l'attention sur les élections majeures. Parce que les élections générales, il faut un repère. Il vaut mieux mettre le repère
le curseur sur les élections qui sont les plus sensibles. C'est la Présidentielle, première démarche législative, c'est la première démarche intellectuelle. Mais le comité des experts sont certes des techniques, mais au cœur de ça, il y a des politiques, il y a des personnes qui entendent et ils s'étaient pour la plupart au dialogue politique. Ils ont bien vu que certains ont estimé qu'il fallait écouter, par exemple, le mandat des députés en exercice. Ils ont bien entendu ça. C'est pourquoi, dans le rapport du comité des experts, ils ont dit, quoique nous ayons focalisé l'attention sur les élections majeures, qui sont les prochaines, 2021, 2023, 2026, analysons quand même la perspective de 2020. Bon, si nous voulons organiser les élections générales en 2020, cela suppose qu'il faut écouter le mandat du président en exercice. Dans notre arsenal juridique, qu'est-ce qui nous permet de le faire, si ce n'est pas la démission du président? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je peux comprendre que certains citoyens demandent que les députés en exercice puissent écouter leur mandat. Mais est-ce qu'ils demandent aussi que le président de la République puisse écouter son mandat? Quel sera le prix à payer face à cette option? Le comité des experts n'a pas indiqué une option. Le comité des experts a mesuré le pour et le contre de chaque option. Vous-même, pour 2020, chaque Béninois n'a qu'à apprécier le pour et le contre. 2021, oui, c'est une élection présidentielle. Mais je voudrais dire qu'il faut écouter quand même le mandat des députés en exercice. Même si nous en avions la volonté réclamée par des acteurs politiques à l'occasion du dialogue. Réclamé par des acteurs. Je vous ai dit qu'il y a des points de consensus, il y a des expressions de volonté isolées des partis. Effectivement, ça a été réclamé, mais ce n'était pas dans les points de consensus. Mais ça a été réclamé. Alors, prenons cette option. Cette option suppose que l'on écoute le mandat des députés en exercice. Pendant qu'on veut écouter le mandat des députés en exercice, on veut quand même toucher au code électoral pour pouvoir satisfaire les revendications. Qui va le faire? Qui va le faire? Première question. Deuxièmement, dans l'arsenal juridique du Bénin, donnez-moi une seule disposition qui permette d'écouter le mandat des députés, qui est un mandat constitutionnel. Encore là, il faut la volonté politique qui pousse les 83 députés à la démission. Mais si les 83 députés démissionnaient, leurs suppléants seront appelés aussitôt par la loi. Vont-ils accepter? Et s'ils démissionnent tous, qui va prendre les lois qu'il nous faut pour évoluer? Une révision de la Constitution telle que c'est intervenu hier peut avoir disposé, par exemple, qu'en 2021 prendrait fin la mandature en cours. En 2021? Oui. Pour qu'on puisse avoir une élection, pour qu'on puisse avoir des élections générales en 2021, une révision de la Constitution telle que ça s'est fait hier, peut avoir disposé par exemple que le mandat en cours soit un mandat transitoire et que ce mandat prenne fin en 2021. Ce genre de choses, vous le discutez avec chaque député. Parce que le droit de vote au Parlement, il appartient à chacun. Et c'est ces députés qui vont voter la loi. Est-ce que toutes les dispositions, les modifications qui sont intervenues aujourd'hui ont été discutées avec chaque député? Naturellement, les députés sont regroupés au sein de leur parti politique. Tel que vous le dites là maintenant. Mais moi, à la commission des lois, je n'ai pas à me couper de ça. On lui dit que mais maintenant, en tant que partisan, je sais que moi, dans mon parti, on en a discuté, détaillé. Ce qui s'est fait dans les autres partis, qui sont soit parlementaires ou extra-parlementaires, je ne suis pas dans leur économie. Moi, dans mon parti, ça a été discuté. Mais en tant que président de la commission des lois, je n'ai pas à m'occuper de ça. En quoi est-ce qu'il était si difficile de consentir, par exemple, à faire de cette mandature une mandature transitoire, du moment qu'on a consenti, on sait que c'est ce qu'il faut faire et qu'il faut nécessairement aller au plus vite à des élections? Cher ami journaliste, quelle est la priorité? Les hommes ou le pays? Pourquoi nous devons nous accouter sur des hommes? Les hommes sont de passage. C'est les mêmes députés qui ont limité leur mandat dans la Constitution qui vient d'être votée. Qui leur a demandé ça? C'est l'intérêt supérieur, il a la jeunesse. Et nous écoutons ça. Les députés, ils sont membres de partis politiques. Et ils écoutent, ils entendent tout ça. Qu'est-ce qui est bon pour le pays? Si, parce que nous sommes contre des hommes, nous devons
piétiner ce qui est bon pour le pays. Non, nous ne sommes pas dans cette lancée. Ce qui est bon pour le pays, prennent le temps de bien faire les choses. Nous allons rentrer dans des micmacs ou non. Le prix à payer serait plus cher pour nous. Honorable Aladati, toujours dans le cadre des élections générales, vous avez validé dans la nouvelle constitution le fait qu'il faille désormais avoir un duo de candidats pour la présidentielle. Expliquez-nous de quoi il est question concrètement, ce fameux ticket présidentiel. D'accord. Nous avons dit au dialogue politique, et avant le dialogue politique, toute la classe politique était d'accord pour dire les élections nous coûtent trop cher. Et nous faisons tout le temps des élections, ça ne permet pas de se focaliser sur les questions de développement, de rendre notre démocratie efficace. Ça, personne n'est contre cela. Après, quand on a fini de dire ça, pour donc opérationnaliser donc cette volonté politique, ça achoppe. Nous voulons des élections générales. Ça veut dire que nous avons une année électorale. Nous avons décidé que tous les 5 ans, à date fixe, nous puissions organiser les présidentielles. Voilà qu'il y a un président élu. Et quand vous visez la constitution en vigueur de 90, en cas de vacance de pouvoir, comment on remplace le président vacant? On dit que c'est le président du Parlement qui prend le pouvoir exécutif et a 45 jours pour organiser les nouvelles élections. Supposez que l'on fasse une élection et qu'un an après, le président élu décède. Donc, c'est le président du Parlement qui va prendre le pouvoir. Il a 45 jours pour organiser les élections. Donc, à un an, 6 mois à peu près, nous aurons donc 3 ans et demi. Avant la fin du mandat, nous aurons un nouveau président. Mais son mandat, lui, va finir quand? Ça va finir 5 ans. Entre-temps, la date des élections générales est fixée pour 18 mois avant. On force le cycle de l'organisation des élections générales, qui devrait être à date fixe, puisque nous avons dit une année électorale. Si nous permettons donc qu'un mandat qui est entamé, ne trouvons pas le processus pour que le mandat aille jusqu'à terme, nous ne pourrons pas consolider le principe des élections générales. On a réglé le problème de l'alignement des mandats, il règle le problème de la pérennité donc. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre possibilité? Il y a quand même que... le comité des experts a analysé 3 possibilités. Oui. Il y a la possibilité actuelle, je vous dis, le président du Parlement, il prend le pouvoir, il a 45 jours pour organiser les élections. Ça, c'est pas bon, puisqu'il y aura rupture. Techniquement, ça ne permet pas d'assurer les élections générales à date fixe. Il y a l'autre possibilité. Dans la Constitution actuelle, quand le président de la République est mis en accusation, le président de la Cour constitutionnelle prend sa place parce que le président mis en accusation est suspendu. Le président de la Cour constitutionnelle prend le pouvoir. Si le président de la République est blanchi, il reprend son siège. Et s'il n'est pas blanchi, le président de la Cour constitutionnelle continue. Le comité des experts a dit c'est une possibilité. Mais il se fait que le président de la Cour constitutionnelle n'est pas un élu. Si nous faisons les élections et que 6 mois après, le président de la République est empêché, le président de la Cour constitutionnelle va prendre le pouvoir et l'exercer 4 ans et demi pour quelqu'un qui n'est pas élu. On dit c'est une option possible, mais ça se recèle des faiblesses majeures. C'est pour ça que nous avons estimé qu'on pourrait penser, comme certains grands pays de la sous-région l'ont déjà fait, à la vice-présidence. C'est-à-dire que le jour où le président de la République est élu, il est élu avec un vice-président, élu dans le même ticket que lui, le même jour. Les Béninois le connaissent, ils battent campagne avec le président de la République et ils sont élus ensemble. Mais alors, il n'est pas un Premier ministre. Parce que nous connaissons les mésaventures que nous avons eues du fait du régime semi-présidentiel. Donc quand on dit un vice-président, les Béninois qui n'ont pas supporté ce qu'a été donc, le régime semi-présidentiel au Bénin, ils sont sceptiques qui disent « Ah, histoire de Premier ministre ici, vous voulez ramener ça ?» Il ne s'agit pas de ça. Au fait, c'est quelqu'un qui est vice-président qui n'a aucun pouvoir réel. Parce qu'il n'est pas membre du gouvernement. Il n'exerce pas. Cependant, il est là simplement pour qu'en cas de vacances, il puisse prendre la place du président de la République et finir
le mandat. La nouvelle constitution prévoit tout de même qu'en cas de vacance de pouvoir, malgré tout, le président de l'Assemblée nationale prenne le pouvoir et termine le mandat. Il y a une hypothèse. Est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager que le président de l'Assemblée nationale termine le pouvoir, même sans qu'il y ait un vice-président? C'est une option. Oui. Mais la question de la vice-présidente, techniquement, demeure une autre option, n'est-ce pas? Oui. Donc, on ne peut pas dire que l'option choisie n'en est pas une. C'est une option. Que le président de l'Assemblée le fasse, c'est une autre option. Mais je vous ai dit que pour chaque option, le comité des experts a pesé le pour et le contre. Pour ce qui concerne le président de l'Assemblée, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. C'est 45 jours, mais vous dites d'améliorer pour que plutôt qu'il organise, il aille jusqu'à la fin. Mais en temps, c'est tout un séisme qui se passe au Parlement. Il va falloir le remplacer au Parlement. Il a également un premier vice-président, et c'est trop compliqué. Il a un et le président du Parlement qu'on va prendre, lui-même, s'il est empêché et s'il décède, on fait comment? Vous n'avez pas pensé à ça. Parce que le président du Parlement qui va prendre le mandat, et vous dites qu'il va le finir, mais qui vous dit que nous sommes des hommes? Oui, mais au Parlement, il y a 83 députés. Nous l'avons déjà vu, un Parlement qui fonctionne avec 82 députés jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de remplacement au niveau du Parlement. Alors qu'au niveau de la présidence de la Le République, séisme que ça fait à chaque fois. Donc chaque fois qu'il y aura vacances au sommet de l'État, il y aura vacances et ça va désorganiser le fonctionnement de l'Assemblée. Quand on a cette option et une autre qui ne nous crée aucune difficulté majeure, vous allez opter pour quoi? C'est ça la question. Avançons. Le comité des experts a recommandé l'option du vice-président, mais alors que les Béninois se rassurent, il s'agit de quelqu'un qui n'est pas membre du gouvernement. Il ne dérange pas le président pour qu'on dise qu'il y ait de la dualité au sommet du pouvoir et tout ça. Rien de ça. Est-ce que là également il n'y a pas un problème? Le vice-président est là à se tourner le pouce et à attendre peut-être qu'éventuellement le chef de l'État crève ou qu'il lui arrive peut-être une situation d'invalidité. Le président du Parlement aussi peut le penser. Est-ce que là, il n'y a pas matière, peut-être, on ne crée pas une source potentielle de se retrouver dans une situation d'intrigue où le vice-président recherche activement une situation qui lui permette, lui, de se retrouver dans... Est-ce que cette question-là n'existe pas aux États-Unis? Est-ce que cette question-là n'existe pas au Nigeria? Chers amis, on est au Bénin. Nous sommes des hommes et le Bénin n'est pas différent. Le Bénin n'est pas différent des autres pays. Ailleurs aux États-Unis, le vice-président et le président de la République ne se rencontrent jamais presque. On m'a dit qu'ils ne boivent même jamais ensemble. Ils ne prennent jamais le même avion ensemble. Ça, c'est sûr. C'est une question majeure. Nous avons opté pour ça. On peut faire comme les grands aussi. Quel problème ça crée? Il est vrai que tout ce qui est nouveau, ça titille un peu, ça fait, mais les pays l'ont pratiqué. Avançons. Expérimentons. Il a été question de parrainage des candidats à la présidentielle. Quelle formule de parrainage avez-vous choisi? Combien de parrains il faut, etc. D'accord. La question du parrainage tire sa source de la recommandation numéro 2 du dialogue politique, qui est d'affirmer la prépondérance des partis politiques dans l'animation dans la vie politique du Bénin. De la vie politique du Bénin. La prépondérance des partis d'envergure nationale. Voilà que pour le président de la République, on ne peut pas prescrire que ce soit les partis politiques qui présentent le président de la République, comme c'est le cas au niveau des communales, qui sont scrutins de liste, ou des législatives. On ne peut pas prescrire ça. Si vous le faites, c'est anticonstitutionnel. Mais comment on fait pour que les partis politiques aient leur regard, pour qu'un président ne soit pas balancé du jour au lendemain, venu de nulle part, pour prétendre nous diriger, nous gouverner? Le mécanisme de parrainage. Et ce parrainage-là, c'est les politiques qui donnent. Ça veut dire que quelqu'un venu de nulle part, qui a le souci simplement donc de remplir sa carte de visite, n'importe quelle dame ne peut plus se présenter, dire qu'il veut être candidat à la présidence de la République au Bénin. Il faut qu'ils aient l'onction, l'appui des partis politiques. Ce qui a été retenu, c'est que ce soit des élus, notamment communaux. On met l'accent sur les élus communaux. Quand je dis communaux, c'est communaux municipaux, puisque les municipalités sont d'abord des communes aussi. Voilà.
Avez-vous une idée précise de ce que ça va être? Et combien de députés il va falloir? Combien d'élus communaux, d'élus municipaux il va falloir? Est-ce qu'il va y avoir il faut qu'il y ait nécessairement, en même temps qu'il y a des députés et qu'il y ait des élus communaux? Comment ça va se passer? Je ne vais pas anticiper, Monsieur le Président de la Commission des lois. Nous discutons de la Commission des lois, des textes qui sont déposés au Parlement et qui sont affectés à la Commission des lois. La question du parrainage a été logée dans la Constitution. Et on a dit qu'on a voulu d'un parrainage des élus, notamment communaux. Comment on formule cela? Comment on décline cela? Il appartiendra au code électoral de le faire. Vous comprenez pourquoi il faut passer d'abord par la Constitution avant d'aller dans les déclinaisons au code électoral. Et si nous savons que nous avons le protocole additionnel de la CEDEAO qui nous attend 6 mois avant les élections, toute élection, il y a un risque. Nous devons faire vite. Il y a un risque, c'est que on en arrive peut-être à faire de cette mesure, de cette disposition, une disposition une fois encore exclusive, parce que quand il va falloir nécessairement le parrainage des députés, tous les partis, dans les conditions actuelles, en 2021, ne pourraient pas présenter un candidat. Monsieur Najib Alagui, toute élection suppose de l'exclusion. L'élection, les plus implantés éliminent les plus faibles. C'est ce qui va se faire. L'essentiel, c'est qu'il y ait une égalité de chance en fait à tout le monde. Ce qui s'est passé aux législatives dernières, c'est parce que tous les partis n'ont pas eu la possibilité d'aller aux élections. Si nous nous entendons sur les règles et que vous participez aux élections et que du fait des critères, vous n'aboutissez pas, vous vous réorganisez pour rebondir. On ne commence pas par crier exclusion. Nous comprenons très bien que par rapport aux dernières élections, les lois que nous nous sommes données nous-mêmes n'ont pas permis à tout le monde d'aller aux élections. Et c'est ça que nous avons entrepris de corriger. Certains l'ont fait. Pourquoi d'autres ne l'ont-ils pas fait? Mais vous devez d'ailleurs vous poser la question. Depuis la fin des élections, pourquoi nous sommes encore 9 partis régulièrement enregistrés au Bénin? Pourquoi? C'est aussi difficile que ça. Donc le vrai problème, il est là. Mais je ne suis pas venu parler de politique sur votre plateau ce matin, mais je voudrais que les Béninois commencent par se poser ce type de questions. Pourquoi donc, depuis, nous n'avons que 9 partis? Et ceux qui parlent, ils représentent quoi? Ils représentent quel parti? Ce sont des personnalités. Mais l'animation de la vie politique se fait par les partis politiques. Donc pour qu'on n'en arrive pas, d'ici quelques mois, on a les élections, à parler encore exclusion, tout ça, les gens n'ont pas faire les choses. C'est de ça qu'il est question. Oui, vu qu'ils n'ont pas la possibilité, que tous les partis, même qui ont le certificat de conformité aujourd'hui, n'ont pas la possibilité de participer au débat, le moment venu, est-ce qu'il ne faudra pas que ceux qui sont là et qui vont voter les lois fassent attention à ce que la situation qui a engendré le dialogue politique on ne se retrouve pas une fois encore? L'attention, c'est quoi? C'est ne pas avoir des élections? C'est ne pas avoir des critères de choix? Je vous ai dit que toute élection suppose des critères. Vous remplissez les critères ou vous ne remplissez pas les critères. C'est basique. Sinon, on va faire la démocratie athénienne et nous tous, nous allons nous retrouver tous les matins sur une montagne pour décider des questions du pays. Quand vous voulez faire de la sélection, vous faites de l'exclusion. Je dis sélection. Vous prenez les bons grains, vous excluez les mauvais grains. Vous prenez le vrai, vous excluez l'ivraie. Le dialogue politique n'avait pas pour but d'ouvrir. Le dialogue politique a pour but d'ouvrir et de permettre à tout le monde de participer à la compétition. Nous nous y attelons. Mais quand vous participez à la compétition que vous ne gagnez pas, on fait quoi? Vous participez à une compétition de boss, on vous frappe KO. C'est de l'exclusion. On veut un champion, on ne veut pas deux. On veut les partis nationaux prépondérants. On en veut plus de 10 000. Par quel mécanisme les partis de quartier, les partis de maison vont-ils se mettre ensemble? Comment nous décrétons? On ne peut pas décréter ça. C'est des critères qu'on va mettre. Et si vous ne remplissez pas les critères, vous serez à out ou folklore pour un moment. C'est l'ordre normal de la démocratie. D'accord.
Ordonne Dati, on a entendu le chef de l'État menacer de ne pas promulguer une constitution qui pourrait laisser des risques d'interprétation égoïste, je dirais opportuniste ultérieure. Est-ce pour cette raison que vous avez dans cette nouvelle, en tout cas dans la nouvelle constitution, ou du moins dans les amendements que vous avez proposés, choisi de mentionner que nul ne peut exercer plus de 2 mandats de sa vie? Non, nous sommes des hommes politiques et nous sommes attachés aux fondamentaux de notre démocratie. La question de liberté, de l'état de droit, de droits de l'homme, de droits humains. Nous sommes attachés à ces questions fondamentales, autant que nous sommes. C'est vrai que si le président de la République ne l'avait pas dit ainsi, vous connaissez la classe politique, ça nous aurait un peu embêtés. Parce que c'est toujours difficile de dire mais à quoi il pense, est-ce qu'il ne pense pas. Et puis donc le débat aurait été un peu plus compliqué au niveau du Parlement. C'est très clair. Parce qu'il y a certains qui vont vouloir, non, faisons en sorte. Puisque là, vous avez vu dans quel sens les votes ont été. Nous avons approuvé cette constitution-là, à l'unanimité. C'est très fort ça. Ça veut dire que si les 83 députés qui sont au Parlement étaient des pyromanes, ils pouvaient profiter de l'occasion pour toucher les choses qui fâchent au Bénin. Il faut le reconnaître, il faut les en remercier. Remercions donc les députés qui ont la possibilité de faire comme la plupart des pays qui touchent à la Constitution pour permettre à un leader, à leur leader, de se maintenir au pouvoir. Et ça a été très bien que le président de la République n'ait pas attendu les discussions au Parlement pour l'annoncer de façon très claire. Le chef de l'État a parlé. Mais les médias qui nous ont toujours lynchés, mais je n'ai pas vu beaucoup de médias, pas au Bénin, vous en avez parlé. Et il y a quelques médias internationaux qui nous flèchent, qui nous lynchent, mais je n'ai pas vu beaucoup de médias relayer ce sens d'honneur du chef de l'État. Il faut le dire ça. Quand donc on veut toucher la Constitution pour régler les problèmes qui nous assaillent depuis nos problèmes essentiels, je vois que c'est la crainte du Béninois, c'est de dire, est-ce qu'on ne va pas toucher aux fondamentaux? Le premier des magistrats donc se lève pour dire, faites attention, vous qui allez le faire, il faut savoir que si vous touchez aux fondamentaux, moi, je ne jouerai pas la partition qui est la mienne. Et personne n'en parle à l'international. En même temps, il faut le diffuser ça. Il faut le dire que l'Afrique a des hommes de valeur. Et qu'il y a des hommes de référence qui sont en politique pour un sens. Parce qu'ils ont envie de faire des choses pour la postérité. En même temps, vous avez décidé de la réduction du nombre de mandats de députés. C'était à limiter à 3, maximum de 3. Mais est-ce que cela prend en compte, un peu comme pour le chef de l'État, les mandats déjà effectués? Non, malheureusement, parce que c'est la vie parlementaire. Vous savez, le bon député, c'est celui qui se bonifie, après tout. Le débat s'est fait entre nous au Parlement. Certains ont voulu qu'on aille jusqu'à 4 mandats au moins. Vous savez, quand vous êtes député, la première année, vous apprenez. Au fil des ans, vous vous bonifiez. C'est cela. Donc, si vous mettez le mandat de député à moins de 3 mandats, vous n'aurez pas de députés acquéris à terme. Ça va souffrir un peu à terme. Donc, pour une fois, ne regardons pas les hommes. Regardons l'institution. Pourquoi pas 2 mandats? Pourquoi pas 5? Nous avons choisi 3. D'accord. La question de la possibilité pour un élu admis à un poste électif d'arrêter sa suppléance au moment voulu, est-ce que ça ne pose pas un problème d'instabilité au niveau de l'institution? Non. Des hommes qui vont et qui viennent. Non. Un député qui est bonifié, qui est appelé à une autre mission, qui va et qui après, ça ne lui convient pas, par exemple, il ne peut plus retrouver son siège. C'est ça l'instabilité. C'est ça l'instabilité. Donc on a voulu assurer la stabilité donc dans la pensée. Et n'oubliez pas que de plus en plus il ne s'agira pas d'hommes, mais qu'il s'agira d'idées et de partis politiques. Le député qui a été placé tête de liste titulaire, c'est que le parti l'a voulu ainsi. Ce sont les hommes qui mettent en œuvre les idées.
on ne peut pas se focaliser sur les idées et dire que, bon, il n'est pas question d'homme. Humainement, ce n'est pas gérable. Est-ce que vous voyez le problème que ça pose si, par exemple, on doit demander à un jour ou l'autre à un suppléant, voilà, tiens, tu sièges à l'Assemblée nationale, et puis un jour ou l'autre lui dit, bon, écoute, ça s'arrête aujourd'hui. C'est difficile humainement. Et c'est pour ça que nous devons voir les mécanismes qui permettent de penser au suppléant. Parce que le suppléant est un élu. Dans certaines démocraties, dans certains pays, dans certains parlements, le suppléant, il a un intéressement. Parce que le suppléant... Vous n'avez pas prévu non plus ça, l'intéressement du suppléant? Non, on peut pas prévoir ces choses dans la Constitution, mais c'est une réflexion qui mérite d'être creusée pour que, en le faisant ainsi, qu'il y ait une suite et que celui qui est suppléant ne soit pas laissé à lui-même en l'air, ne sachant pas. Il va travailler dans le cabinet avec le député et ils sont au service de leur parti et de la nation. Très bien. Il y a également des dispositions qui ne procèdent pas de dialogue politique qui apparaissent dans la Constitution désormais. Parmi ces nouvelles dispositions, on a l'institutionnalisation de la Cour des comptes, on a la suppression de la peine de mort, on a la création du Conseil national de défense et de sécurité, le Conseil national de renseignement. Pourquoi avoir introduit dans les nouvelles dispositions ce que le dialogue politique n'a pas prévu? Est-ce que vous n'avez pas outrepassé un peu le mandat que le dialogue politique vous a donné? Nous outrepassons un mandat? Non. Les députés n'ont pas de limite dans leur mandat. Le comité des experts, oui. Dans le rapport du comité des experts, nulle part vous n'allez voir qu'on soit allé vers ces aspects. Puisque le travail du comité des experts s'est focalisé sur les conclusions essentielles, la synthèse du rapport du dialogue politique. Mais le député, lui, légifère. Et au dialogue politique, on a dit un mot. Comment aménager tout ça pour une meilleure efficacité de notre démocratie? Ce que vous citez là participe de l'efficacité de notre démocratie. Donc, ça a été bel et bien dit au niveau du dialogue politique. Et par ailleurs, la seule référence ne peut pas être le dialogue politique convoqué sous le président Talon. Il y en a eu par le passé, il y en a eu, et ce qui a été fait au Parlement, c'est la somme de toutes ces réflexions d'hier et d'aujourd'hui. D'accord. Très rapidement, la question de la discrimination positive. Avait-on besoin d'augmenter le nombre de sièges pour favoriser la représentativité des femmes? C'est à quoi qu'on a voulu faire quelque chose sans toucher à certains conforts et sans faire le moins de sacrifice. Est-ce qu'il n'était pas possible et plus valorisant j'ai compris votre question. Dans les 83 députés qui siégeaient déjà, de faire de la place aux femmes? La recommandation, je crois, numéro 4, parle de l'équité. Mais l'équité, c'est à double aspect. Il y a l'aspect des femmes, mais il y a l'aspect global des circonscriptions électorales. Les communes, les conseillers communaux. La loi en vigueur dit que pour un certain nombre de populations, il faut tel nombre de conseillers. Depuis, nous ne l'avons pas ajusté. Il faut le faire. On va vous dire, si vous avez 100 000, population 100 000, votre nombre de conseillers communaux, c'est tel. Si vous avez plus de 500 000, c'est tel. Les populations ont bougé en temps. Ça, il faut régulariser. Deuxièmement, en termes d'équité, au niveau des législatives, vous prenez Cotonou. Cotonou, circonscription électorale, donne 9 députés. À Bomé-Calavi, pas à Bomé-Calavi, la 6e circonscription, qui est fortement plus densément peuplé, densément peuplé, en donne 4. Ce n'est pas équitable. Il faut régler ces problèmes. Donc ce n'est pas pour la femme qu'on a prévu d'augmenter le nombre de sièges. C'est pour régler les questions d'équité. Et puis, notre population en 90 n'est pas celle d'aujourd'hui. En termes de représentation, il faut en tenir compte. Mais comment on fait pour ne pas grever les finances publiques, pour ne pas davantage faire souffrir les finances publiques? C'est la juste mesure. Un dernier mot pour conclure. Non, je pense que si vous observez le travail qui a été fait par la représentation nationale, nous n'avons rien fait de mal à ce pays. Au contraire. Les fondamentaux sont maintenus. L'état de droit est resté. Notre capitale demeure Porto-Novo. Notre drapeau demeure le vert, jaune, rouge. Notre devise demeure fraternité, justice, travail. Nous n'avons pas touché à la République. Nous avons mis dans la Constitution que nul au Bénin ne peut de sa vie, il n'y avait pas le mot de sa vie. Nous avons fait mieux. Nul ne peut être candidat à la présidence s'il a déjà eu 2 mandats au Bénin.
Et puis nous avons dit que tout ce qu'on a fait n'induit pas une nouvelle constitution. Est-ce qu'on peut faire plus? Les députés ont raccourci, ont limité le nombre de mandats. Les hommes de la presse par rapport à la HAC, toutes les institutions pouvaient se renouveler, sauf ceux qui sont à la HAC. Et ça, vous n'avez pas vu. Les membres de la HAC peuvent être renouvelés une fois. Nous avons dit que le Bénin, la Constitution, reconnaît la chefferie traditionnelle. Nous avons institué la Cour des comptes pour ne pas être les derniers de la classe au niveau de la CEDEAO. La peine de mort, nous l'avons constitutionnalisée, qu'il ne faut plus la peine de mort au Bénin. En maintenant donc les acquis, nous avons fait des avancées. Ce dont on avait peur, la Constitution est révisée, notre République demeure. Et notre Constitution n'a pas été changée. Mais bravo aux 83 députés. Je dis, le peuple n'a qu'à être serein. Merci. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour sur le Bénin. Je vous remercie. Merci, Orden Aladatin. Nagui Balagbe, je vous laisse conclure. On vous aura compris en tout cas. Mesdames, Messieurs, c'était Orden Aladatin. Avec lui, il était question de la révision et de son conteste. Il faut retenir l'étude en procédure d'urgence. C'était nécessaire pour aller au toilettage des lois électorales. Lequel toilettage doit intervenir le plus rapidement possible pour tenir compte des échéances de 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci, chers amis.